Mais cette situation n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas des quartiers populaires, des ghettos, qui soient liés au fait que globalement la population qui habite ces quartiers-là est reléguée socialement. Hein, c'est pour ça qu'elle les habite et qu'elle y est ghettoisée, rassemblée. Euh, le travail de ghettoisation ou de parquage des pauvres dans les mêmes quartiers, c'est ce qu'un certain nombre d'intellectuels obscènes appellent le communautarisme. On nous a demandé les vœux pour devenir enseignant. Où voulez-vous aller? Comme beaucoup de copains du parti, qu'est-ce que j'avais demandé en premier? Uniquement la banlieue, Mantes-la-Jolie, le 9-3, ce qui est maintenant le 9-3 et autres. Pensez qu'en 72, l'image de la banlieue, c'était encore, c'est là qu'on vit bien, parce que dans notre HLM, encore une fois, les salles de bain et les douches n'existaient pas. Se laver, c'était dans l'évier de la cuisine. Et on savait qu'en banlieue, il y avait des douches. Et Yves Lacoste l'a démontré, que le géographe, si la population a changé, c'est qu'à un moment donné, la banlieue est devenue tellement demandée, loin d'être un ghetto, comme l'a pensé Paris 8 le laisse entendre de nos jours, c'était tellement demandé qu'à partir d'un moment, il a fallu réguler la possibilité de s'installer en banlieue. Et on a pris comme critère les familles nombreuses. Du coup, le taux de fécondité des familles d'origine maghrébine et africaine étant plus élevé, les banlieues sont progressivement devenues maghrébines et subsahariennes, mais ce n'était pas du tout, Yves Lacoste le rappelle, dans le cadre d'une politique de ghetto, de relégation, c'était le contraire. Puisque c'était un privilège de vivre en banlieue avec des espaces plus grands, des équipements culturels qu'on n'avait pas dans les quartiers ouvriers de Paris, eh bien, le biais des familles nombreuses a fait que ça a changé de composition culturelle. Mais ce n'était pas du tout une zone de ghetto.